c'est un petit morceau de résine fossilisée, l'ambre jaune. L'électricité, eh bien, c'est d'abord l'ambre, hein, qui se dit électron en grec. Au VIe siècle avant notre ère, Thalès de Milet observe et décrit l'électricité statique, qui se manifeste en frottant un morceau d'ambre jaune sur une peau de mouton. L'ambre ainsi frottée attire à elle des objets légers comme des plumes ou des pailles. Il se passe là manifestement quelque chose que l'œil ne peut pas voir. Thalès donne un nom au phénomène, électron, du nom de l'ambre en grec ancien. L'électricité est née, mais il faudra encore longtemps avant de trouver son utilisation et de pénétrer dans nos foyers. Et c'est un médecin anglais qui le premier va reprendre les expériences de Thalès vieilles de plus d'un millénaire, William Guilbert. Guilbert, médecin personnel de la reine Élisabeth, se passionne pour les textes anciens et renouvelle l'expérience de Thalès avec tout ce qui lui tombe sous la main. L'ambre, le soufre, les pierres précieuses, qui semblent tous doués d'une même vertu d'attraction étrange. Il nomme ça propriété électrique. Et il est le premier à utiliser le mot d'électricité pour définir la propriété de ces corps. Ces corps qui sont susceptibles, quand on les frotte, d'attirer des objets. Il les appelle des corps électriques. Sautons encore un siècle et restons en Angleterre. Cette fois, c'est à un teinturier, amateur éclairé de ce que l'on nomme science électrique, que l'on doit l'étape suivante. Stephen Gray découvre en frottant un tube de verre équipé d'un bouchon de liège que le bouchon lui aussi peut attirer des plumes et des objets légers. La vertu électrique est donc passée du verre au liège. Il en déduit que l'électricité n'est pas simplement une propriété de la matière, mais un fluide capable de circuler à travers les objets. Et pour le prouver, il renouvelle l'expérience et constate toujours la même chose. La propriété électrique circule d'un bout à l'autre. Et puis, un jour, on a la nouvelle d'une expérience qui a été faite à Leyde par Muschenbroek, scientifique, professeur de physique des Pays-Bas. C'est la méthode classique, il y a une grosse boule qui tourne, il y a un conducteur au-dessus, c'est souvent un canon de fusil, il y a un conducteur qui descend dans le verre, et puis on espère comme ça charger d'électricité l'eau du verre. Puis à un moment donné, il veut enlever le conducteur qui plonge dans le verre, et à ce moment-là, il se reçoit une secousse extraordinaire. Avec cette erreur de manipulation, Muschenbroek vient d'inventer ce que l'on appellera la bouteille de Leyde. Pour la première fois, on peut provisoirement stocker ce mystérieux fluide électrique et le délivrer sous la forme de décharge. Jusqu'à ce qu'un placide imprimeur de Philadelphie, dans les colonies anglaises d'Amérique du Nord, vienne battre en brèche ces théories et fasse faire un bond supplémentaire à la science électrique. Son nom, Benjamin Franklin. Franklin est un touche-à-tout, tour à tour écrivain, journaliste, philosophe, naturaliste et physicien. C'est un inventeur prolifique et dispersé. On lui doit les lunettes à double foyer, le poêle à bois, une cartographie complète du Gulf Stream et un étonnant instrument de musique, le glass harmonica. Mais son invention la plus célèbre reste le paratonnerre. Franklin le premier pressent que la foudre est de même nature que les belles étincelles bleues qui jaillissent des machines électrostatiques. Un simple courant électrique, mais d'une force beaucoup plus grande. Pour le démontrer, il fait voler par temps d'orage un cerf-volant dont la corde est mouillée, ce qui ne manquera pas d'attirer la foudre. Il place au bout de cette corde une grosse clé de fer. Lorsque la foudre frappe, un arc électrique se produit, qui laisse indemne l'homme qui tient la corde. D'une pierre deux coups, la foudre est bien électrique, et l'on sait maintenant comment protéger les habitations humaines du feu tombé du ciel. Mais les observations de Benjamin Franklin vont beaucoup plus loin. Il émet l'hypothèse que, contrairement à ce que pensait l'abbé Nollet,
l'électricité n'est pas un fluide constitué de matière que l'on crée par frottement. Non, l'électricité est présente mais inerte dans tous les objets sous forme de charge. En les frottant, on ne fait que transférer une partie de cette charge de l'un vers l'autre. Celui qui gagne en charge est négatif, l'autre positif. Et ce que Franklin nomme le courant électrique, qui circule entre les deux, toujours dans le même sens, ne fait que rétablir l'équilibre entre les deux pôles. La preuve, une fois que l'arc s'est produit, les matières frottées retrouvent leur apparence initiale. Et l'on peut les toucher sans subir de décharge. Dans les années 1770, un médecin italien, Luigi Galvani, observe que lorsqu'il relie une machine électrostatique au corps d'une grenouille morte, les pattes se mettent à bouger frénétiquement. Il renouvelle l'expérience des années durant, multipliant les variantes, et arrive à cette conclusion révolutionnaire. Ce qui anime les corps vivants, c'est l'électricité que produit leur cerveau. L'état de mort ne serait ni plus ni moins qu'une coupure de courant. Galvani émet l'hypothèse d'une électricité animale, autogénérée, et source de tout mouvement dans l'univers du vivant. Et si au début du XXIe siècle, on ne sait toujours pas ranimer les morts, on sait désormais en revanche ramener à la vie des personnes dont le cœur s'est arrêté, en leur administrant un choc électrique. Volta constate qu'en plaçant simplement sur sa langue 2 pièces de monnaie fondues dans des métaux différents et en les reliant simplement par une cuillère en argent, il ressent un picotement électrique et éprouve un goût ferreux. Il en déduit que l'électricité n'est pas animale, mais métallique, et que pour s'exprimer sous la forme d'un courant, elle doit circuler dans un circuit fermé. Le problème, c'est que ce courant électrique est faible, très faible. En 1799, Volta a donc l'idée, pour augmenter la force de ce courant d'électricité métallique, d'empiler les unes sur les autres une succession de rondelles de cuivre et de zinc, séparées entre elles par des lamelles de carton imbibées de saumure. Lorsqu'il relie la base et le sommet de cet empilement, un courant circule effectivement, et beaucoup plus puissant. Il vient d'inventer la pile voltaïque, le premier générateur électrique de l'histoire. En 1801, il fait une démonstration du fonctionnement de sa pile à l'Institut de France, en présence du premier consul Napoléon Bonaparte. Celui-ci, grandement impressionné, accorde au physicien le titre de comte et un siège au Sénat. Il a bien raison de récompenser le physicien pour ses travaux. La pile de Volta ouvre des horizons jusqu'alors insoupçonnés. Désormais, on sait produire de l'électricité de manière continue et maîtrisée. On peut à volonté ouvrir et fermer le circuit électrique. Et en fabriquant des piles suffisamment grosses, ou en associant un nombre suffisamment important, on peut obtenir des générateurs d'une grande puissance. Ce qui manque aux savants électriciens de l'époque, c'est une notion toute simple, et pour nous évidente, celle du courant électrique. Jusqu'à ce qu'en 1820, un physicien danois, Hans Christian Ørsted, constate que lorsqu'il place une boussole au-dessus d'un fil métallique alimenté par une pile de Volta, l'aiguille aimantée s'affole. L'électricité serait-elle magnétique? Ou au contraire, le magnétisme serait-il électrique? Ampère vient de découvrir le courant électrique et d'en finir avec le fluide mystérieux des siècles précédents. Et il vient aussi de fonder les bases d'une nouvelle théorie, l'électrodynamique. Ces travaux offrent des perspectives infinies, dont l'industrie naissante ne tardera pas à s'emparer. Bientôt, on fabriquera des moteurs, puis des usines électriques qui alimenteront des villes entières. Mais la première application de ces travaux est déjà une révolution, le télégraphe. En 1838, le physicien Charles Wheatstone met en service la première ligne de télégraphe électrique entre Londres et Birmingham. Un seul câble reliant les deux villes, au bout duquel sont connectés un émetteur et un récepteur. L'émetteur est un simple interrupteur, et le récepteur, un électroaimant,
qui, lorsqu'il reçoit une impulsion électrique, perce une bande de papier déroulante. Il ne reste plus qu'à inventer un code qui permette le chiffrement et le déchiffrement de ces suites de petits trous. Ce sera chose faite 2 ans plus tard. L'Américain Samuel Morse améliore le système Wheatstone en lui adjoignant un alphabet fait de points et de traits, facilement utilisable par n'importe quel télégraphiste. Avec le télégraphe électrique, le monde bascule dans la modernité. La notion de réseau apparaît pour la première fois, et le maillage des lignes télégraphiques préfigure ce que sera bientôt celui des lignes à haute tension. Aussi farfelues que puissent sembler ces expériences, elles déboucheront en 1876 sur un brevet très concret, celui du téléphone, dont le principe consiste à utiliser les vibrations de la voix pour générer une impulsion électrique, recodée en son à l'autre bout du fil par un écouteur. Mais même si l'invention est spectaculaire et séduit les foules, le téléphone de Bell n'est après tout qu'une amélioration du télégraphe électrique, adaptable sur les mêmes réseaux. Edison, un autodidacte de génie, inventeur infatigable. Mais sa plus grande invention, c'est la lampe à incandescence, l'ampoule électrique moderne. Le principe est simple, on fait circuler un fort courant électrique au travers d'un filament de carbone très fin, isolé dans une ampoule de verre dans lequel on a fait le vide d'air. L'énergie qui submerge le filament est telle que celui-ci est instantanément porté à incandescence et dégage une lumière si vive qu'elle aveugle celui qui la regarde et déchire l'obscurité de la nuit la plus noire. Au tournant du siècle, des physiciens comme Thomson, Planck, Einstein ou les époux Curie percent les secrets de la structure atomique de la matière. La fée électricité n'a désormais plus rien de magique.